Livre audio World of Warcraft, Lord Témar Théron, dans l'ombre du soleil. Écrit par Sarah Pine. La surface du bureau de Lord Témar avait disparu sous la quantité de papier qui s'y accumulait. Rapports, missives, ordres et inventaires formaient de hautes piles à l'équilibre précaire qu'il avait depuis longtemps renoncé à organiser. Tous ces documents concernaient la guerre, aussi courte que violente, qui avait eu pour enjeu Kel'Danas et le puits de soleil et qui venait de prendre fin. Mais pour le moment, autre chose accaparait son attention. Il tenait dans sa main une enveloppe encore cachetée. Apposé sur la cire violette, le grand œil, symbole de Dalaran. Il semblait lui jeter un regard accusateur, l'obligeant à se remémorer les autres lettres identiques à celle-ci qu'il avait reçues et ignorées. Lord Témar brisa le sceau et ouvrit le parchemin plié avec soin. Il reconnut instantanément l'écriture élégante et minutieuse qui couvrait la page. L'archimage Aetas Saccage-Soleil avait dernièrement envoyé plusieurs courriers visant à obtenir une audience auprès du seigneur régent, et Lord Témar avait délibérément choisi d'ignorer ces demandes. Il avait fait son possible pour oublier le reste du monde depuis les événements de Kel'Danas, mais il avait compris que le monde finirait un jour ou l'autre par le rattraper. Lord Témar soupira profondément en s'enfonçant dans son fauteuil. La lettre était sensiblement plus courte que celle qui l'avait précédée. Cette fois-ci, au lieu de solliciter une audience comme il l'avait fait par le passé, Aetas avait simplement indiqué la date et l'heure de son arrivée. Lord Témar fit glisser son pouce le long du bord rugueux du papier. Il pensait savoir ce qu'Aetas voulait lui proposer, et il n'était pas encore certain de la réponse qu'il allait lui donner. Le jour de l'arrivée d'Aetas, Lord Témar n'était pas plus avancé. Alors qu'il traversait la flèche de Solfury en direction de la haute salle où il allait recevoir l'archimage, Alduron l'accosta et lui tendit une étoffe pourpre en laine douce. Lord Témar la prit et la déplia, révélant un phénix régalien d'or sur fond rouge, le tabard de lune argent. « Non, dit-il sèchement en rendant le vêtement à son ami. « Tu devrais le porter, insista Alduron. « Qu'est-ce que ça changerait ?» répondit son ami en reprenant sa route. « N'importe quel elfe au service de lune argent est en droit de le porter. »« C'est le symbole de l'État, » lui lança Alduron. « Un État dont tu es le chef. Il serait souhaitable que tu donnes l'impression de l'être. »« Je suis le seigneur régent, » répliqua Lord Témar sans ralentir son allure. « Pas le roi. »« Là n'est pas la question, Lord Témar. Tu as l'air d'un pérégrine. » Lord Témar se figea sur place. « Je suis un pérégrine, » répondit-il plus brusquement qu'il ne l'aurait souhaité. « Tu étais un pérégrine, » soupira Alduron. « Mais tu ne pourras plus jamais le redevenir, Lord Témar. Nous le savons aujourd'hui. » Lord Témar baissa la tête et inspira profondément. « Nous allons être en retard, Alduron. » Il se remit en route et, au bout de quelques instants, entendit derrière lui le bruit des pas d'Alduron qui le suivait. Romat les attendait déjà dans la salle. Il était appuyé de tout son poids sur son bâton et regardait vers le mur, au loin, l'air absent. Il jeta un coup d'œil à Lord Témar et Alduron lorsqu'ils entrèrent. Pendant une fraction de seconde, une grimace de désapprobation passa sur son visage, mais il se retourna sans dire un mot. À une époque, il aurait montré sa désapprobation devant la décision de Lord Témar de se présenter sous l'apparence d'un forestier. Il y aurait mis encore plus de virulence qu'Alduron ne l'avait fait. Mais les choses avaient changé. Même si Romat lui avait souvent donné du fil à retordre par le passé,
Lortemar n'éprouvait désormais que de la pitié pour le mage. La trahison finale de Kael'thas avait porté un coup terrible à son plus loyal défenseur. L'air se mit à scintiller autour d'eux avec des miroitements violets, signe caractéristique de la magie des arcanes. L'instant d'après, un éclair d'un blanc bleuté illumina la salle et Aethas se matérialisa devant eux. L'archimage se redressa en époussetant sa robe et Lortemar ne put s'empêcher de remarquer à quel point ce dernier avait l'air ridicule. L'élégante tenue tissée de pourpre des mages du Kirin-Tor jurait horriblement avec sa chevelure cuivrée et s'ajustait bien mal à sa carrure trop mince. Après avoir lu les lettres d'Aethas et entendu certaines rumeurs, Lortemar avait compris qu'il avait affaire à un idéaliste, certes non dénué de perspicacité, mais beaucoup trop jeune pour la position dont il s'était emparé à Dalaran. Cependant, la plupart des anciens mages Sindoré avaient péri. Tout compte fait, Lortemar se disait que l'ambition d'Aethas était peut-être une bonne chose. Elle signifiait qu'au moins l'un d'entre eux gardait encore espoir. « Soyez le bienvenu dans votre patrie, archimage Saccage-Soleil, lança-t-il. Aethas esquissa un sourire et s'inclina pour saluer. « Merci, seigneur Théron. Croyez bien que mon souhait serait de revenir ici pour m'installer. »« Naturellement, » répondit Lortemar avec diplomatie. « Votre correspondance m'a permis de me familiariser avec l'objet de votre visite. Par ici, je vous prie. Mais conseillez moi-même, allons écouter votre requête. » En temps normal, Lortemar aurait conduit ses hôtes dans l'imposante salle d'audience située dans l'aile nord du palais. Il s'agissait d'une gigantesque pièce conçue spécifiquement pour cet usage. Mais aujourd'hui, le ciel était bien dégagé et l'horizon se distinguait très nettement. L'île serait forcément visible au milieu de la mer. Lortemar en était presque venu à souhaiter ne jamais revoir Kel'Danas. Il les mena donc dans un renfoncement à l'est de la cour principale, qui surplombait les toits arrondis et ombragés de lune argent. Lorsqu'ils se furent assis, Aethas prit la parole. « Je suis ici pour des questions de la plus haute importance. Des questions qui nous concernent tous. Je pense que vous savez pour quelle raison le Kirin-Tor a décidé de s'installer en Orphandre. »« Malygos, oui, » répondit Lortemar. « Quelle est votre requête ?»« La puissance du vol bleu et la menace que celui-ci représente sont bien supérieures à ce que nous avions imaginé, » répliqua Aethas en secouant la tête. « Je souhaiterais en conséquence formaliser notre collaboration avec le Kirin-Tor. Il est impératif que les mages de Kel'Thalas et de Dalaran puissent de nouveau travailler ensemble, comme ils l'ont fait durant de nombreuses années par le passé. »« Non !» Aethas tressaillit. Il éprouvait une vive contrariété, comme en témoignait la grimace aux commissures de ses lèvres et ses sourcils froncés. La voix qui venait d'exprimer son désaccord n'était pas celle de Lortemar. Se tournant vers ce contradicteur, Aethas rétorqua. « C'est au seigneur régent que je m'adressais, pas au grand magistère. » Romad fut pris d'un rire si amer qu'on aurait dit une quinte de tout. « Dans ce cas, je sollicite le seigneur régent de daigner m'accorder la parole. »« J'imagine qu'il nous faudra écouter votre opinion de toute façon, » dit Lortemar faisant de son mieux pour masquer l'ironie de sa voix. « Très bien, la parole est à vous. » Les yeux de Romad brillaient d'un éclat que la forte lumière de la pièce ne parvenait pas à atténuer. « C'est très généreux de votre part, Lortemar, » répliqua Romad sans quitter Aethas du regard. Sa voix était semblable à un serpent lové pour l'attaque, basse, dangereuse et implacable. « Modéra vous a-t-elle envoyé des instructions avant votre départ, Aethas ? Vous ne vous exprimez pas comme à votre habitude.
Vos paroles sont imprégnées de sa fausse diplomatie. Elle a au moins la présence d'esprit de ne pas se montrer ici en personne. Je suppose qu'il faut savoir apprécier ces petites attentions. Modéra partage mon point de vue sur ces questions, répondit Aetas avec raideur, refusant de céder aux provocations de Romat. Elle partage votre point de vue, reprit Romat d'un air songeur. Dites plutôt que vous partagez le sien, car je doute qu'il vous ait envoyé parler en leur nom si vous aviez eu un point de vue différent. Par le fléau Romat, les limites de la patience d'Aetas venaient d'être franchies. Avez-vous quelque chose de pertinent à dire ? Ou n'allons-nous entendre que des insultes personnelles ? Vous êtes aveugle, répondit Romat d'une voix égale et assurée. Ils ont eu les yeux plus gros que le ventre et maintenant ils doivent affronter en même temps Maligos et Arthas. Je comprends qu'ils aient peur. Ils ont besoin d'aide car ils sont dépassés. Et vers qui se sont-ils toujours tournés pour l'utilisation des arcanes ? Oh, vers nous, bien sûr. Les membres du Kirin Tor n'ont pas leur pareil pour vous assurer que vous leur êtes indispensables et que vos talents ont une valeur inestimable. Et dès que vous commencez à devenir gênant, ils se débarrassent de vous. Il inclina la tête sur le côté, une de ses longues oreilles tressaillant de façon presque imperceptible. Son regard passa rapidement d'Alduron à Lortemar. Demandez-leur donc. Ils ne le savent que trop, mais pas aussi bien que moi. Aetas regardait Romat d'un air interdit. Keltalas et le Kirin Tor sont alliés depuis plus de 2000 ans, dit-il. Depuis que nous avons rejoint la Horde de façon officielle. Nos relations ont été mises à rude épreuve, mais... Le rire de Romat retentit de nouveau, plus fort cette fois. Depuis que nous avons rejoint la Horde, répéta-t-il. Bien sûr, ce doit en effet être relativement délicat. Archimage Saccage-Soleil, vous rappelez-vous précisément pourquoi nous avons cherché à rejoindre la Horde ? Aetas ne répondit pas. Il se contentait de regarder Romat droit dans les yeux sans broncher. Une trahison inimaginable, souffla Romat dans un quasi-murmure. Ses yeux brillaient d'une rage que près d'une décennie n'avait pas réussi à apaiser. À Dalaran, continua-t-il, juste sous les yeux toujours vigilants du Kirin Tor. Il n'avait absolument rien à faire avec... Vous voulez sans doute dire que les membres du Kirin Tor n'ont absolument rien fait, l'interrompit Romat. Ni pour empêcher que cela arrive, ni pour l'arrêter. Au lieu de ça, ils nous ont laissés pourrir dans les prisons d'une ville que beaucoup d'entre nous considéraient comme leur foyer, au même titre que Lunargent. Une ville que notre prince héritier avait servi avec la même fidélité que sa propre patrie, pendant plus d'années que n'en compte la vie d'un humain. Une ville pour laquelle nous avions combattu et sacrifié nos vies, à la demande du Kirin Tor. Une ville depuis laquelle ils nous auraient tous regardés en silence nous balancer au bout d'une corde. Leur ville. Le Kirin Tor se trouve désormais sous un nouveau commandement, répliqua Aetas. Lortemar trouva que l'intonation maîtrisée du jeune archimage jouait en sa faveur. « C'est faux, et vous le savez pertinemment, déclara Romat. Ronin est peut-être leur nouveau chef, mais Modéra et Anzirem font toujours partie du conseil. Ce sont les mêmes qui furent trop peureux de détourner le regard quand Garito signa notre condamnation à mort. Ils peuvent tous aller pourrir en enfer, ou mieux encore, dans l'armée d'Arthas, en rejoignant le fléau, fit-il plein de mépris. Il faut souhaiter qu'aucun membre du Conseil des Six ne tombe jamais sous l'emprise d'Arthas, Romat, dit Alduron d'une voix posée. En dépit de votre dédain manifeste pour le Kirin Tor, vous semblez plutôt bien informé, grand magister, fit Aetas.
C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles je suis le grand magistère de Keltalas, et pas vous, rétorqua Romat. Et sachez qu'en tant que grand magistère, je ne demanderai jamais à mes mages de se battre au nom du Kirin Tor. Jamais. Les doigts de Lortemar se crispèrent sur la surface lisse de la table, et son visage se durcit. Romat avait souvent frôlé les limites, mais là, il les dépassait. « Assez !» intervint Lortemar froidement. « Vous n'êtes investi d'aucun pouvoir vous autorisant des affirmations aussi catégoriques. Si nous devons envoyer nos forces en Orphandre, ce sera ma décision. Et si j'en décide ainsi, vous et vos mages serez tenus d'obéir aux ordres. Maintenant, dit-il en se relevant, il me semble que poursuivre cette discussion ne débouchera que sur d'autres disputes sans intérêt. Mais si tel est votre choix, ne vous gênez pas. En ce qui me concerne, je ne souhaite pas perdre davantage de temps, et je suppose qu'il en va de même pour le général des forestiers. Je dois me rendre dans le sud, continua-t-il, et j'avais prévu de partir demain. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de modifier ce programme. Vous êtes le bienvenu parmi nous si vous décidez de rester, archimage. Mais sachez toutefois que je risque d'être absent pendant plusieurs jours. Aetas ne répondit pas, mais il ne parvint pas à dissimuler son irritation. Laisser l'archimage ainsi contrarié n'était pas pour déplaire à Lortemar. Il se retourna pour partir, mais la voix d'Aetas résonna dans la pièce. « Certains se rendront à Dalaran, que vous le vouliez ou non, seigneur régent. » Lortemar s'arrêta et fit volte-face, alors que son interlocuteur poursuivait. « Accordez-moi au moins le privilège de m'exprimer au nom de la régence de Lune d'Argent, et je veillerai aux intérêts des signes d'oreille. » En entendant ces mots, Romat grogna mais ne dit rien. Lortemar considéra un instant la requête d'Aetas, mais le jeune elfe n'était pas en position de négocier. Ils savaient tous pertinemment que les qualités d'homme d'état d'Aetas étaient de loin inférieures à celles des autres dignitaires présents dans la pièce. « Je vais charger un serviteur de vous mener à vos quartiers, archimage, » conclut Lortemar. Aetas avait quitté la salle de manière très diplomatique, non sans décocher quelques regards noirs à Romat. Le grand magistère s'était montré inébranlable, mais sa démarche hésitante et les profondes lignes de fatigue qui avaient marqué son visage, à l'instant où Aetas avait quitté les lieux, n'avaient pas échappé à Lortemar. Ce dernier avait pris conscience de la fragilité de Romat. Il était possible de faire évoluer ses décisions. Par le passé, Lortemar aurait considéré ignoble le simple fait d'envisager d'utiliser ce type de procédé contre un individu. Mais aujourd'hui, il en reconnaissait la nécessité. Il avait regagné ses quartiers et réfléchissait aux discussions de l'après-midi assis près d'une fenêtre. Il contemplait les jardins de la Flèche tout en entortillant distraitement le long rideau entre ses doigts. La voix déterminée d'Aetas résonnait dans sa tête. « Certains se rendront à Dalaran, que vous le vouliez ou non. » Lortemar savait que l'archimage avait raison, même s'il partageait en privé le mépris manifesté par Romat. Comment pouvait-il faire confiance à Aetas pour représenter la régence, alors qu'il portait déjà les couleurs du Kirin Tor et qu'il utilisait leur sceau sur sa correspondance? En tout cas, une chose était sûre, Aetas était engagé dans la guerre du Nexus. Combien d'autres parviendrait-il à convaincre de le suivre? Et jusqu'où sa responsabilité de seigneur régent l'obligeait-elle à protéger son peuple, à partir du moment où celui-ci décidait de s'aventurer sur un terrain équivoque? La trame du rideau s'étirait et commençait à s'effilocher sous le rude traitement que lui faisait subir Lortemar, inconsciemment. Il ne le remarqua même pas. « Je ne sais pas,
lui avoua Alduron plus tard dans la soirée. Il avait trouvé le seigneur régent assis près de sa fenêtre, l'air maussade et le regard perdu vers le coucher de soleil. Un simple coup d'œil avait suffi pour l'envoyer vers le buffet à liqueurs, où il remplit généreusement un verre pour son vieil ami. Le général des forestiers s'assit ensuite en face de lui. « Je crois que ses intentions sont honnêtes, » poursuivit Alduron. « Ce que j'ignore, c'est jusqu'où nous pouvons nous permettre de nous fier à des intentions honnêtes, même chez les nôtres. » Lord Thémard se leva et se dirigea vers le buffet pour y remplir de nouveau son verre. « Si nous l'autorisons à agir en notre nom, j'ai peur qu'il ne promette délibérément ou non quelque chose que je ne suis pas disposé à donner. » Lord Thémard fit une pause et leva les yeux verts vers le plafond ouvragé. « D'un autre côté, si un certain nombre de Sindoreilles décidaient de le suivre à Dalaran, il finirait par devenir leur chef de facto, et je refuse de lui laisser une telle responsabilité sans qu'il n'ait de compte à rendre à la cour. À Lunargent. Si seulement Romat n'était pas aussi têtu, songea Alduron. Il a longtemps vécu à Dalaran, et comme tu le sais, il porte lui aussi le titre d'archimage. L'expérience dont il dispose lui permettrait de composer efficacement avec les différents membres du Kirin Tor, et sa loyauté envers son pays est bien suffisante pour que nous lui fassions confiance. Il ferait une liaison idéale pour Aetas. » Lord Thémard eut un léger sourire en entendant les paroles d'Alduron. « Ma foi, quelle surprise de t'entendre dire du bien de Romat. Il est vrai que je n'ai jamais approuvé ce qui s'était passé avec Muru, ni la formation des Chevaliers de Sang, admit Alduron. Mais tout cela appartient désormais au passé, et nous n'avons plus de raison de douter de lui. S'il avait voulu nous trahir, il l'aurait fait quand Kael'thas... » Les mots moururent dans la gorge d'Alduron. Les deux elfes restèrent silencieux pendant un long moment. Enfin, finit-il par ajouter, il l'aurait fait à ce moment-là. Au final, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Lord Thémard changea de sujet et regagna son siège près de la fenêtre. Quelle est ton opinion au sujet d'Aetas et de Dalaran ? Aetas se considère désormais comme un membre du Kirin Tor, lui répondit Alduron. Et j'en connais d'autres qui seraient ravis de pouvoir de nouveau porter la même tenue. Si le Kirin Tor veut accueillir des elfes de sang, nous ne pouvons rien faire pour les en empêcher. Non, tu as raison, répondit Lord Thémard. Il resta un instant silencieux. Cependant, mon instinct me dit que nous devrions éviter toute implication officielle dans la guerre du Nexus. Aetas devra nous faire des rapports réguliers, et nous lui expliquerons clairement les limites à ne pas franchir. Mais ceux qui souhaitent offrir leur service devront le faire sous la bannière du Kirin Tor, pas de Keltalas. Le coin de la bouche d'Alduron se leva pour former un petit sourire sardonique. Lord Thémard continua comme s'il n'avait pas remarqué l'ombre qui passait dans le regard de son ami. « Que disais-tu déjà ce matin au sujet d'être un pérégrine ? Tu te comportes chaque jour un peu plus comme un roi, Lord Thémard, observa Alduron. » D'où il était assis, Alduron ne put voir les doigts de Lord Thémard se crisper autour de son verre. Quelques jours plus tard, monté sur son faucon pérégrine, Lord Thémard avançait avec précaution dans les contreforts septentrionaux des Maltaires de l'Est. Il plissa les yeux pour mieux observer le paysage. C'était un elfe, un forestier qui plus est, un fils des bois accueillants, de l'eau claire et des feuilles mordorées. La vue du sol crevassé et moussu de la partie orientale de Lord Aeron, sur lequel il ne subsistait que des arbres flétris, fut une véritable torture et lui donna presque des hauts-le-cœur. Il savait que sans la vigilance permanente de son peuple, Keltalas connaîtrait le même sort. Lord Thémard jeta un rapide coup d'œil derrière lui. Les trois gardes d'honneur pérégrines, qu'Alduron et Romat,
l'avait obligé à accepter et comme escorte le suivait toujours. « Je t'assure, lui avait dit Alduron, il n'y a vraiment aucune raison pour que tu y ailles. J'étais persuadé que tu abandonnerais cette idée stupide, et il a fallu qu'Aétas décide de nous rendre visite. Mais comme je vois que rien de ce que je pourrais dire ne te fera changer d'avis, tu vas me faire le plaisir de prendre une escorte. Et ne discute pas. » Romat avait voulu le faire accompagner de quelques chevaliers de sang, ce qui était absolument hors de question. « Ils ne seront pas les bienvenus », avait fait remarquer Lord Thémar. « Et moi non plus », avait-il ajouté dans sa tête. Heureusement, Romat n'avait pas cherché à insister. La crête qu'il cherchait apparut finalement devant eux. À première vue, il ne s'agissait de rien d'autre que d'un simple décrochement faisant saillie sur un versant rocheux. Mais il savait ce qu'il y avait derrière. Il fit prendre un virage brusque à sa monture et, reconnaissant la route, la remonta à vive allure. Il était inutile de chercher à se dissimuler, car les éclaireurs les avaient certainement déjà repérés. Comme ils s'y attendaient, lorsqu'ils eurent parcouru la moitié du chemin sinueux, 2 silhouettes émergèrent soudainement de derrière les rochers. Ils leur barrèrent la route en faisant s'entrechoquer leur épée, l'écho du bruit de leurs lames se répercutant violemment dans le silence inquiétant des Maltaires. « Qui souhaite se rendre au gîte de Kenlithien ?» demanda l'un des éclaireurs. Lord Thémar lui jeta un regard méprisant. « Ne faites pas l'idiot, vous savez parfaitement qui je suis. » L'autre éclaireur le regarda droit dans les yeux. « Vous n'êtes pas pour autant le bienvenu ici, seigneur Théron. » Lord Thémar sortit de leur fourreau les 2 épées qu'il portait dans le dos. Les mains des gardes de Kenlithien se crispèrent sur leurs armes, et il en vit un remuer légèrement les doigts, prêt à donner le signal de l'attaque à ses nombreux camarades, qui, il en était persuadé, étaient cachés tout autour d'eux. Sans un bruit, le seigneur régent jeta ses épées au sol avant de faire de même avec son arc et son carquois. Il invita les gardes de son escorte à l'imiter, et une fois qu'ils se furent exécutés, il leva le sourcil. « Cela suffit-il à vous convaincre de ma bonne foi ?» Le premier éclaireur lythien reprit la parole. « Quelles sont les raisons de votre présence ici ? » « J'apporte des nouvelles au seigneur forestier Eperlans et à la grande prêtresse Mandeciel, » répondit-il. « Au sujet... » Il s'éclaircit la gorge. « Au sujet du prince Kael'thas. » Les gardes prirent un moment pour réfléchir, échangeant des regards furtifs, mais leurs yeux ne quittèrent presque jamais Lord Thémar. Des yeux d'un bleu pur ne put s'empêcher de remarquer ce dernier. Finalement, un des gardes indiqua la crête d'un mouvement de tête. « Très bien, dit-il. Le seigneur forestier décidera quoi faire de vous. Suivez-moi. » Le deuxième éclaireur claqua des doigts, et comme Lord Thémar l'avait suspecté, une demi-douzaine d'éclaireurs lythiens sortirent de plusieurs ravines et fissures dans la roche environnante, pour ramasser les armes que ses gardes et lui avaient déposées. Lord Thémar les suivit en silence. Au bout du chemin, niché entre les rochers et les broussailles sèches, le gîte de Kenlithien s'élevait devant eux. Son revêtement de bois précieux avait perdu ses couleurs et comportait de nombreuses cicatrices, certainement suite aux ravages de la peste. Les pérégrines avaient camouflé ces poutres avec du feuillage en décomposition. À mesure qu'ils approchaient du gîte, une étrange sensation étreignait Lord Thémar. Il essaya de ne pas se remémorer l'époque où ce paysage était d'un vert luxuriant et ses visiteurs accueillis par des cris de joie plutôt que par des lames agressives. Cette époque était désormais révolue. Il remit son faucon pérégrine à l'une des éclaireurs. Elle le récupéra et s'éloigna en lui lançant un regard suspicieux. Un des forestiers qui lui avait barré la route un peu plus tôt les avait précédés et avait gagné le gîte. Lord Thémar le vit revenir vers lui, suivi de 2 elfes qu'il n'avait pas eu l'occasion de voir depuis de nombreuses années.
Lortemar Théron. La voix de la grande prêtresse Aurora Mandeciel était mesurée et empreinte d'une certaine animosité. Je dois dire que je suis surprise de vous voir. Tu ne manques pas d'audace pour oser te montrer ici, ajouta Rentar Éperlance d'une voix féroce. Je devrais donner l'ordre à une dizaine de mes archers de vider leur carquois sur toi. Ces paroles blessèrent Lortemar, même s'il s'y attendait. Il ferma son œil valide et le rouvrit lentement. « J'apporte des nouvelles, » dit-il simplement. « Des nouvelles dont vous devez prendre connaissance. »« Et tu n'aurais pas pu envoyer une missive, plutôt ?» répliqua Rentar d'un ton sarcastique. « L'auriez-vous seulement lu ?» répondit Lortemar. L'imperceptible tremblement au coin des lèvres d'Aurora et la colère grandissante qui pouvait se lire sur le visage de Rentar lui confirmèrent ce qu'il savait déjà. Il ne l'aurait pas fait. « Je n'ai pas fait tout ce chemin pour vous entretenir de futilités, » finit-il par ajouter. « Prendrez-vous au moins la peine d'écouter ce que j'ai à dire ?» Rentar et Aurora l'observèrent sans dire un mot, puis se retournèrent et se dirigèrent vers le gîte. Lortemar leur emboîta le pas, sentant peser sur lui le regard de dizaines de hauts elfes. Les avant-postes pérégrines des royaumes de l'Est n'avaient jamais été fastueux, mais l'austérité de Kellithien donnait à réfléchir. Plusieurs murs arboraient de profondes entailles, comme s'ils avaient été lacérés par une immense lame. Et les taches sombres qui maculaient le plancher étaient certainement du sang. Cela n'empêchait pas les elfes de tirer une grande fierté de l'entretien du gîte. Les rideaux, par exemple, bien qu'usés, présentaient tous un ourlet soigneusement brodé. Clouée au mur, une ancienne carte de la région orientale de Lordaeron avait été recouverte d'annotations rédigées d'une écriture élégante. Pas une seule tache d'encre ne venait souiller le parchemin jauni. En découvrant chacun de ces détails, Lortemar ressentit une étrange douleur ténue dans la poitrine, comme s'il venait de retrouver une lettre d'amour oubliée. Il avait lui aussi été un pérégrine, dans un passé qui semblait aujourd'hui si lointain qu'il lui paraissait irréel. « Par ici, » grogna Rentar, indiquant du pouce une petite pièce dont il ouvrit la porte d'une forte poussée. « Et referme derrière toi, » dit-il à Lortemar sans même le regarder. Lortemar s'assit en face d'Aurora. Rentar balaya de la main quelques morceaux d'armure de cuir ensanglantée sur la table étroite avant de s'asseoir à côté d'elle. La façon dont il le toisait, semblable au juge d'un tribunal, fit presque sourire Lortemar. La voix de Rentar brisa le silence. « Tu disais que tu avais quelque chose à nous annoncer ? Eh bien, parle !» Il y a quelques semaines, une partie des forces Solfury est revenue rejoindre nos forces. Les yeux de Rentar et d'Aurora s'arrondirent d'incrédulité, ce qui procura à Lortemar un petit sentiment de satisfaction, mais bien creux. « Par le puits de soleil, » murmura Aurora. « Je dois dire que je n'aurais jamais pensé qu'il le ferait. » Cela signifie-t-il... Le regard de Rentar brillait d'un éclat étrange. Il rappelait presque à Lortemar celui de Romat. « Que le prince t'a envoyé nous présenter des excuses officielles ? » « Cela aurait pu être le cas, » répondit Lortemar, « s'il avait été encore en vie. » Si les deux hauts elfes qui se tenaient devant lui avaient pu paraître surpris auparavant, ce n'était rien en comparaison de leur expression une fois qu'ils eurent entendu sa réponse. Leurs visages pâlirent en l'espace d'un instant. « Explique-toi, enfin !» le pressa Rentar. Lortemar prit une profonde inspiration et se mit à raconter les événements qui s'étaient produits récemment. Il n'avait pas vraiment imaginé à quel point il allait lui être difficile de relater l'histoire, en particulier à deux individus qui le méprisaient à ce point. Il dut extirper les mots de sa gorge un par un, en se faisant violence parfois. Il lui fallait les cracher à travers la pièce pour qu'ils acceptent de sortir de son corps. Lorsqu'il eut enfin terminé, il cligna des yeux une fois
comme s'il venait de se réveiller. Le puits de soleil nous est donc restitué, dit Aurora en tournant le visage vers la fenêtre. Oui, répondit Lord Thémard. Le silence de Mordaimalter s'abattit autour d'eux. Lord Thémard baissa la tête, revivant le moment où lui-même avait compris lorsque la poussière des derniers combats était retombée sur Keldanas et que le puits de soleil avait recommencé à briller, aussi majestueux que par le passé. Il avait regardé à l'intérieur, avec la même expression pétrifiée qui venait de se graver sur les visages de Rétard et d'Aurora, et n'avait éprouvé aucune joie en contemplant sa lumière. Il n'avait jamais imaginé que le prix à payer pour le récupérer puisse être aussi élevé. La voix d'Aurora le fit sursauter. Je me demandais pourquoi la sensation de manque était devenue plus supportable depuis quelque temps. Je n'ai pas eu besoin d'aide pour la surmonter. La nature de la magie du puits de soleil n'est plus la même désormais, dit Lord Thémard. Il se peut qu'un temps d'adaptation soit nécessaire à certains. À certains, oui. Aurora leva la main en l'air et fit mine d'attraper quelque chose que Lord Thémard ne pouvait pas voir, l'enroulant entre ses doigts comme il s'agissait d'un long ruban. « Je suis une prêtresse de la lumière. Cette magie m'est familière. » C'était un présent de grande valeur, s'entendit dire Lord Thémard. Aurora lui lança un regard oblique, et il sentit que son manque de conviction n'était pas passé inaperçu. « Si le prince est mort, dit Rétard, que va-t-il advenir de la couronne de Keltalas ? Keltas lui-même avait décrété qu'Anastérian resterait à jamais le dernier roi de Keltalas. Jusqu'ici, la couronne n'a été réclamée par personne. » Rentar plissa les yeux. « Et si quelqu'un venait à le faire ? Tous ceux qui en auraient eu le droit sont aujourd'hui morts. » Rentar le fixa droit dans les yeux. Lord Thémard lui rendit un regard d'une égale intensité. Rentar et Perlance pouvaient douter de lui sur bien des sujets, mais pas sur celui-ci. Aurora reprit la parole. « J'imagine que c'est ce que vous aviez à nous dire. »« Oui, » répondit Lord Thémard. « Dans ce cas, personne ne te retient, » fit Rentar. Lord Thémard ferma son œil valide. « Une dernière chose. » Lord Thémard arrivait au passage le plus difficile. « Ah oui ?» demanda Rentar d'une voix inexpressive. « Laquelle ?»« Maintenant que les Solfuries nous ont rejoints, commença Lord Thémard, et que notre situation dans les terres fantômes est plus sûre, les pérégrines sont soumis à une pression moins importante qu'auparavant. Je pourrais vous faire ravitailler régulièrement. » Lord Thémard s'était habitué à subir les railleries de ceux qu'il ne parvenait pas à contenter, mais il n'avait pas pleinement anticipé la douleur aiguë que le rire de Rentar lui infligea. Même le visage d'Aurora, d'habitude si serein, rougit d'un mépris non dissimulé. « Ça fait 5 ans que nous pourrissons ici, chassés de nos foyers sur tes ordres, parce que nous nous refusons à absorber la magie des êtres vivants comme des vampires. » Rentar se leva à moitié de sa chaise et se pencha au-dessus de la table, tremblant littéralement de rage. « Et c'est maintenant que tu veux nous offrir ton aide ? Après tout ce que nous avons enduré, tu ne viens que maintenant ? Après ce que la Horde nous a infligé au nom de ce bâtard d'humain qui se faisait appeler Forestier ? Me crois-tu aveugle à ce point, Lord Thémard ? Je devrais te tuer et envoyer ta tête à Sylvanas. » De l'explosion de colère de Rentar, Lord Thémard n'avait retenu qu'un seul mot. « Forestier » avait-il dit, et pas n'importe lequel, un forestier humain. À la connaissance de Lord Thémard, il n'y en avait eu qu'un seul jusqu'ici. « Je pensais, » commença-t-il lentement, « que Nathanos Maris avait succombé au fléau. » Aurora et Rentar
se tournèrent lentement vers lui, leurs visages froids comme le marbre. Pour la première fois depuis le début de la confrontation, Lortemar entendait son cœur tambouriner dans ses oreilles, et le nœud qu'il avait dans la gorge l'empêchait de déglutir correctement. Aurora parla la première. « Oui, dit-elle. » Lortemar scrutait attentivement le visage d'Aurora. Il sentait qu'il lui cachait des choses, comme si une ombre était tapie dans un coin de la pièce, et il se jura de découvrir ce dont il s'agissait avant de partir. Mais il n'a pas rejoint le fléau, termina Aurora. Sylvanas a toujours manifesté une étrange fierté à son égard, murmura Rentar en détournant le regard. Il n'est guère surprenant qu'elle l'ait pris à son service avant qu'Arthas ne puisse infléchir sa volonté. Nous venons au nom du champion de la reine Banshee, cita-t-il. Ce fut leur parole lorsqu'ils arrivèrent. Vous détenez quelque chose qui lui appartient. Rentar se tourna de nouveau vers Lortemar. Cette chose, c'était une copie du registre qui précisait l'admission de Maris au sein des Pérégrines. Ils s'en emparèrent de force et massacrèrent jusqu'au dernier forestier qu'ils purent trouver. C'étaient des soldats de la Horde, Lortemar, avec des réprouvés, les sujets de Sylvanas, tes alliés. Lortemar était incapable de parler. Il savait que, s'il le faisait, il ne pourrait empêcher sa voix de trembler. Par le passé, j'aurais été heureux de mettre ma vie au service du général des forestiers s'il me l'avait demandé. La voix de Rentar s'emplit d'une amertume insoutenable. Nous ne sommes plus ses sujets, pas plus que nous sommes les tiens. Rentar, commença Lortemar, en dépit de tout ce qui nous sépare, tu sais que jamais je n'aurais... Rentar l'interrompit d'un grand éclat de rire. Lorsque nous sommes devenus gênants, tu nous as envoyés ici pour qu'on nous oublie. Et maintenant, tu oses t'émouvoir de nos souffrances? Il n'existe pas de terme assez ignoble pour te décrire, Lortemar. Je sais très bien à qui appartiennent les troupes basées à Tranquillien, seigneur régent. Je me demande combien des tiens, les forestiers signes d'oreille, ils ont déjà tué sous ton nez. Tu peux bien pactiser avec le diable si tu veux. J'espère juste que tu recevras le châtiment que tu mérites. Va-t'en maintenant, ajouta-t-il d'une voix calme. Envoie-nous du ravitaillement si tu y tiens. Mais ne t'étonne pas si je te renvoie le cœur de tes serviteurs enveloppés dans leur tabard. Lortemar se leva et se tourna vers la sortie. Il l'avait pris de court et les murs qui l'entouraient n'étaient plus un gage de sécurité. Aurora se leva et le regarda fixement, le menton relevé en signe de défi. Ni elle, ni Rentar ne prononcèrent un mot de plus. Ce fut comme si la seule force de leur haine poussait Lortemar à quitter la pièce. Il n'avait aucune raison de les affronter. Il aurait sans doute pu leur tendre les mains en signe de pénitence, mais il lui aurait sans doute craché dessus. Et à bien y réfléchir, il ne pouvait pas les blâmer. S'il avait caressé un instant l'espoir de se voir pardonner, comme cela avait sans doute été le cas, la désolation des Maltaires avait étouffé cet espoir, comme elle le faisait avec toute forme de vie et de rêve. Il avait lui-même gâché ses chances il y a bien longtemps. Ses 3 gardes étaient assis dans la salle principale, entourés par des forestiers quels d'oreilles qui les tenaient en joue de leurs flèches. Il se dirigea directement vers la sortie du bâtiment. Ces forestiers lui emboîtèrent le pas en silence. Dans la cour, un éclaireur lythien tenait les rênes de leurs faucons pérégrines, et un autre apporta leurs armes. Lortemar récupéra son équipement, se mit en selle et se tourna vers Rentar et Aurora. Il voulait dire quelque chose, n'importe quoi, qui eût permis de combler l'abîme qui les séparait. Mais les mots mouraient sur ses lèvres. Il fit tourner bride à son faucon pérégrine,
et partit sans jeter un regard en arrière. Quelques heures plus tard, alors qu'ils remontaient la route traversant la Pastallacienne, la neige se mit à tomber. Ils franchirent les portes qui marquaient la frontière méridionale de Keltalas, presque sans y prêter attention. Par le passé, les arches blanches et dorées s'élevaient vers le ciel, donnant l'impression de jaillir de la roche elle-même, et redescendaient vers le sol, semblables à une cascade de marbre et d'ambre. Comme tout le reste, elles avaient été dévastées par Arthas. Les sombres bannières du fléau flottaient encore au-dessus des remparts, le vent de la montagne les faisait claquer avec force au-dessus de leur tête. « Seigneur Théron !» l'interpella un des gardes. « Vous devriez porter votre cape par ce temps. » Lortemar ne répondit pas. Il se sentait tellement glacé que le froid ne pouvait l'affecter davantage. Les flocons de neige lui fouettaient le visage et mettaient sa peau à vif. Lorsque Lortemar regagna Lune d'Argent, Alduron et Romat l'attendaient. Aétas également, à la grande déception de Lortemar. Quand Alduron s'adressait à lui et lui demanda « Alors ?» il n'eut pour toute réponse qu'un mouvement négatif de la tête. Alduron leva les sourcils, comme pour dire « À quoi est-ce que tu t'attendais ?» Romat évita son regard. « Quelle a été leur réaction ?» demanda Aétas. Lortemar se tourna vers lui et le fixa. « Il y a 5 ans de cela, je les ai chassés des foyers pour lesquels ils s'étaient battus aussi vaillamment que n'importe quel elfe vivant aujourd'hui, à Keltalas, répondit-il. Comment ont-ils réagi d'après vous ? Le visage d'Aétas se crispa. Vérissa Coursevent, l'épouse du nouveau chef du Kirintor. Elle ne m'apprécie pas plus que ceux que je représente. J'espérais que... Comme vous aviez été forestier, déclara Aétas en haussant les épaules, je pensais que vous auriez pu nous aider à surmonter nos différends. Je suppose que c'était une erreur. Lorsqu'il entendit le nom de Vérissa, Lortemar se renfrogna. Vous supposez bien, répondit-il. Cette même après-midi, Lortemar relata à Alduron les détails de son voyage à Kellithien, entre 2 gorgées de vin des champs éternels. Évidemment qu'ils t'ont traité avec mépris. Tu savais pertinemment ce qui t'attendait, le réprimanda le général des forestiers. Honnêtement, je ne comprends même pas pourquoi tu as tenu à y aller quand même. Tu aurais fait la même chose à ma place, répondit Lortemar. Alduron fronça les sourcils. Tu me connais trop bien, finit-il par dire. Il s'affala ensuite sur sa chaise et regarda par la fenêtre. Ils ignoraient tout pour le puits de soleil, continua Lortemar. C'est une bonne chose que j'y sois allé. Qui essaies-tu de convaincre ? Demanda Alduron sur un ton déconcerté. Alduron, continua Lortemar, te souviens-tu de Nathanos Maris ? Bien sûr, répondit son ami en fronçant de nouveau les sourcils. Pourquoi ? Aurora m'a dit qu'il avait été transformé en mort-vivant, continua Lortemar. Sylvanas l'a pris à son service. Il est désormais le champion de la reine Banshee. Alduron renversa sa chaise en arrière et commença à se balancer, les mains croisées derrière la tête. « Ça alors, c'est amusant, dit-il. Autrefois, Sylvanas prenait toujours fait et cause pour lui, certains ne voyaient pas d'un bon œil le fait qu'un humain puisse s'entraîner aux côtés des pérégrines, moi y compris. Les forestiers de Kellithien ont été attaqués par un groupe de soldats de la Horde, agissant au nom du champion de la reine Banshee, finit par dire Lortemar. Il vida le contenu de son verre avant de le poser sur son bureau. Un grand nombre d'entre eux ont été tués. Les pieds de la chaise d'Alduron retombèrent sur le sol dans un grand bruit. Pour quelle raison aurait-il attaqué Kellithien ? Lortemar haussa les épaules. Kellithien détenait une copie du registre thalassien,
dans lequel Sylvanas approuvait son intégration parmi les pérégrines. Apparemment, il tenait à la récupérer. Et donc, il a envoyé ses subordonnés les attaquer pour un simple livre, lança Alduron incrédule. C'est ce qu'ils m'ont dit. Et s'ils t'avaient menti, j'y ai pensé, admit Lortemar. Mais s'il y a une chose qu'on peut reconnaître à Rentar et Perlance, c'est d'avoir des principes. Et ne crois-tu pas qu'Aurora puisse être malhonnête, ne serait-ce qu'une fois, ajouta Alduron. Il eut un long soupir. Ah, penses-tu que Sylvanas soit au courant ? Lortemar secoua la tête. Je n'en sais rien. Crois-tu qu'elle se sentirait concernée si elle l'apprenait ? Lortemar redoutait cette question plus que tout. Je n'en sais rien non plus. Et si ce n'était pas le cas ? Il se prit le visage entre les mains. C'étaient ces forestiers. C'étaient les tiens, avant que tu ne les envoies en exil, dit doucement Alduron. Si on y réfléchit bien, c'étaient les tiens, rétorqua Lortemar. Il resta un instant tendu par la colère, puis ses épaules retombèrent. Les paroles de Rentar résonnaient dans sa tête comme celles d'un fantôme. Tu nous as envoyés ici pour qu'on nous oublie et maintenant, tu oses t'émouvoir de nos souffrances ? Je n'ai jamais souhaité leur mort, finit par dire Lortemar, gêné d'entendre ce plaidoyer dans sa bouche. Mais je ne pouvais pas me permettre de diriger une nation divisée. Le poids d'une main sur son épaule lui fit lever la tête. « Je sais, » dit Alduron en plaçant un verre plein devant lui. « Ressaisis-toi. » Sa voix était bourrue, mais dénuée de toute agressivité. Nous savions depuis le début que faire confiance aux réprouvés représentait un risque. Mais qui d'autre s'est proposé pour défendre Keltalas ? Lortemar leva son verre. Le soleil de l'après-midi brillait au travers et donnait à son contenu une couleur rouille identique à celle du sol des Maltaires. Lortemar pianotait sur son bureau, relisant avec lassitude les notes prises lors de ses nombreuses réunions avec Aétas. Il allait devoir donner une réponse définitive à l'archimage, le jour même ou le lendemain. Il se pinça l'arête du nez, entre le pouce et l'index, et lança un regard à la bouteille de vin posée sur l'étagère. Une série de coups sur la porte interrompit ses réflexions. « Oui » répondit-il. L'estafette fit un salut rapide avant de s'adresser à lui. « Seigneur Théron, votre présence est requise dans le hall. » Lortemar fronça les sourcils. Alduron et Romad seraient venus le voir eux-mêmes, et Aétas sans doute également à ce stade. « Je ne suis pas disponible, » répondit-il impassible. « Seigneur, » assista l'estafette, « la reine Banshee n'est pas disposée à patienter. » Lortemar sentit son estomac lui remonter dans la poitrine. Il se leva. « Non, » dit-il doucement. « Bien sûr, mène-moi à elle. » L'estafette fit demi-tour, non sans avoir lancé un regard inquiet au seigneur régent. Lortemar lui emboîta le pas, tout en se préparant mentalement. Il profita du trajet jusqu'à la haute salle pour réfléchir. Au cours de ses années de régence à Keltalas, il avait constaté que la façon dont il revêtait le manteau de l'autorité s'apparentait presque à un processus physique. Il pouvait sentir le changement qui s'opérait en lui de la tête aux pieds. Pour affronter Sylvanas, il lui faudrait toute la détermination qu'il pourrait rassembler. Alduron et Romad se joignirent à lui en cours de route. Le visage du général des forestiers était tendu. Romad semblait quant à lui plus détaché. Il savait à quoi s'attendre, mais l'horreur qu'il éprouvait était lointaine et impersonnelle, à la différence de Lortemar et d'Alduron. Pour ces derniers, le sort de Sylvanas était une blessure qui se rouvrait à chaque fois qu'ils la voyaient, et dont la douleur était toujours aussi vive. Dans le hall où se tenait la reine Banshee, la lumière semblait décliner. Ce n'était pas comme si elle diminuait ou qu'elle était atténuée,
mais plutôt comme si elle était aspirée dans l'espace qu'elle occupait, comme si la lumière même du soleil vacillait autour d'elle. Le terrible éclat blanc de ses yeux accentuait encore davantage le relief de la peau blême de son visage émacié. Elle était escortée de ses fidèles gardes-froids royaux, leurs mains décharnées serrant le pommeau de leurs épées noircies. L'écho de ses propres pas fut le seul bruit que Lord Thémar entendit lorsqu'il pénétra dans le hall. Et même ce bruit semblait s'évanouir de façon anormalement rapide en présence de la reine Banshee. « Qu'est-ce qui vous amène à Lunargent, Sylvanas » demanda-t-il. « Je reviens tout juste d'Orgrimmar, » répondit-elle. Sa voix raclait contre les murs du hall lorsque sa bouche bougeait. Lord Thémar pouvait voir la chair se déchirer et se détacher comme une vieille peau de serpent. Arthas a eu l'outrecuidance de frapper au cœur de la horde. La bouche de Lord Thémar s'assécha et il commença à sentir un atroce malaise emplir sa poitrine. Sylvanas marqua une pause, scrutant son visage dans l'attente d'une réaction. Il serra les dents, mais conserva le silence. « L'attaque a été repoussée, » continua-t-elle. « Mais Arthas ne fait que jouer avec nous. Nous devons à tout prix le combattre sur son territoire. Le chef de Gertral découvre enfin ce que nous savions depuis longtemps. » Ses yeux brillaient dangereusement sous l'excitation. « La Horde se prépare à partir en guerre, et les signes d'oreille, Lord Thémar, font partie de la Horde. » Ces paroles le frappèrent comme une volée de flèches. Il savait parfaitement ce qu'elle était en train de lui demander. Il avait toujours su que ce jour arriverait. Et maintenant, alors qu'il prenait soudainement conscience de son insignifiance dans l'immensité de la salle, il était incapable de lui répondre. « Lord Thémar !» La voix impatiente de Sylvanas déchira le silence autour de lui. « Nous allons détruire Arthas, une bonne fois pour toutes. » Lord Thémar secoua lentement la tête. « Je comprends que le chef de Gertral et vous souhaitiez que nous rejoignions vos troupes sur le front initial en Orphandre. Mais nous ne sommes malheureusement pas en mesure de vous aider. Nous avons déjà reçu une requête similaire du Kirin Tor, mais en toute bonne foi. Je ne peux pas envoyer nos troupes au nord. Depuis les événements de Keldanas, il ne s'agit pas d'une requête, Lord Thémar, l'interrompit-elle. Ses yeux s'enflammèrent de colère. Vous allez envoyer des troupes, et elles accompagneront les réprouvés. Sylvanas, répondit calmement Lord Thémar. Nous sortons tout juste d'une guerre civile. Quelle force pourrions-nous dépêcher? Avez-vous oublié qui est responsable de l'état actuel de Keltalas? À qui revient la faute au final? Elle scruta le visage de Lord Thémar à la recherche d'une réponse et, voyant qu'il n'en avait aucune à donner, elle poursuivit. « Eh bien, je n'ai pas oublié. J'aurai ma vengeance et vous enverrez ce que j'exige de vous. Les forestiers magiciens d'oreille, ainsi que les chevaliers de sang. » « Nous ne pouvons pas nous le permettre, Sylvanas. » Ses lèvres déchirées se tordirent en un rictus sarcastique. « Dans ce cas, libre à vous de rester terré ici tel un chien battu, Lord Thémar. Mais vous êtes bien naïf si vous pensez que ce type d'attitude peut vous apporter quoi que ce soit de bon. Croyez-vous qu'Arthas va se contenter de vous ignorer pendant que vous restez ici pour lécher vos blessures? Croyez-vous que je vais tolérer une telle lâcheté? Je vous avertis, ceux qui ne sont pas du côté des réprouvés sont leurs ennemis, et les ennemis des réprouvés ne s'opposent pas à eux très longtemps. Cela maintenant fait longtemps que mes sujets protègent ces terres, et c'est grâce à moi si vous avez réussi à intégrer la Horde. Si vous refusez de nous aider dans le Norfandre, je cesserai de vous apporter mon aide à Keltalas. » Les elfes de sang ne pouvaient pas se permettre de perdre le soutien des troupes de Sylvanas.
en particulier dans le sud, près des Maltaires, là où le fléau était toujours actif de l'autre côté de la Malbrèche, en dépit de tous leurs efforts. Ils n'avaient pas menti à Aurora et Rentar lorsqu'ils leur avaient dit que leur situation dans les terres fantômes était plus sûre, mais ils n'étaient pas assez naïfs pour croire qu'elle pouvait être défendue par les seules forces thalassiennes. Sans l'aide des réprouvés, Tranquillien tomberait. Et qui pouvait savoir ce qui suivrait? Pour la deuxième fois, depuis son retour de Kellithien, il entendit les paroles de Rentar et Perlance résonner dans sa mémoire. Nous ne sommes plus ses sujets. Si Lortemar était honnête envers lui-même, il ne pouvait pas nier qu'il l'avait su tout du long. Envoyer mes sujets épuisés au devant de la mort en Orphandre, ou risquer de perdre une nouvelle fois Keltalas face au fléau? Il entendit son propre rire, comme s'il venait de très loin, et lui rappela un de ceux de Romat. Il n'y a là aucun choix à faire, Sylvanas. La reine Banshee le regarda froidement. J'attendrai vos forces à Fossoyeuse dans 2 semaines, Lortemar, répondit-elle. Ne me décevez pas. Oui, madame. Elle fit demi-tour et s'apprêta à partir. Comment pouvez-vous faire ça? Lortemar fut à peine surpris par la colère désespérée qui animait la voix de Romat. Le grand magister semblait encore croire qu'il était possible de négocier avec Sylvanas. C'est du chantage, continua Romat, ses poings se crispaient autour de son bâton. C'est vous qui nous avez supplié de nous aider. Nous ne vous avions pas demandé votre assistance, vous nous l'avez offerte de votre propre chef. Comment pouvez-vous vous prétendre nos alliés et prendre nos terres en otage l'instant suivant? Sylvanas le considéra un instant, réussissant on ne sait comment le prendre de haut alors qu'il était plus grand qu'elle. « Je ne vous ai jamais forcé à accepter mon offre, dit-elle. C'est vous qui avez choisi de le faire. Tout ce que je vous demande maintenant, c'est la volonté et la puissance nécessaires pour vaincre notre plus grand ennemi. » Romat lui lança un regard rempli de haine, mais Lortemar prit la parole avant lui. « Y a-t-il autre chose dont vous souhaitez discuter, Sylvanas ?» En s'entendant parler, il avait l'impression d'être vaincu, dépourvu de volonté et de passion. Discuter, se moquait une petite voix, comme s'il était possible d'avoir une discussion avec la reine Banshee. « Non, j'ai terminé, Lortemar. »« Shor Elaram, Sylvanas, » conclut-il. Un éclair traversa les yeux de Sylvanas lorsqu'elle entendit le salut thalassien, mais elle resta silencieuse. Lortemar la regarda partir sans grand intérêt. Il ne la suivit du regard que parce qu'il n'y avait rien d'autre à voir. Il se sentit aussi fragile qu'un brin d'herbe face au gel. En se retournant, Lortemar constata avec déplaisir qu'Aethas avait fait son apparition au cours de l'entrevue. Il se sentit vexé que l'archimage ait assisté à son humiliation, mais il ne lui restait plus assez d'énergie pour se soucier de son orgueil. Malgré la confusion qui l'habitait, son esprit était déjà en train d'établir des listes. Il avait l'habitude des guerres. Alduron ferait venir le capitaine Signesol et le lieutenant Coursaurore. Romat avertirait les mages. Il pourrait en outre représenter les chevaliers de sang le temps que Liadrine soit informée. Aethas aurait enfin l'occasion de faire ses preuves. Lortemar déambulait dans le corridor, comme perdu dans un rêve. « Lortemar !» Il s'arrêta et se tourna vers l'endroit d'où provenait la voix, tout en tentant de maîtriser l'expression de son visage afin de paraître attentif ou intéressé. Car la vérité était tout autre. Il était littéralement épuisé. Il n'avait qu'une envie, regagner son bureau et être seul, afin de pouvoir s'occuper l'esprit avec des tâches nécessaires et ne demandant pas trop de réflexion,
et oublier ne serait-ce que quelques instants les conséquences de cette entrevue. Mais comme à son habitude, Romat ne l'entendait pas de cette oreille. « Lortemar !» répéta-t-il en arrivant à la hauteur du seigneur régent. « Vous ne pensez pas sérieusement ? Nous ne pouvons pas !»« Vous l'avez entendu, Romat, l'interrompit Lortemar. Soit nous partons pour le Norfandre, soit nous perdons le soutien des réprouvés. Et probablement du reste de la Horde par la même occasion. Alors, nous y allons, dit-il en s'apprêtant à le laisser. Les hôpitaux de Keldanas sont encore pleins de soldats blessés, continua Romat. Nous n'avons même pas pris le temps d'organiser un service funèbre décent pour nos morts. Par le puits de soleil, Lortemar, nous n'avons pas le choix, Romat. Ne le voyez-vous pas ? Si nous ne faisons pas ce que Sylvanas demande, nous risquons de perdre la partie de Keltalas au sud de l'Elrendar. Eh bien, oubliez-la ! Finit par crier Romat. Lortemar se figea, stupéfait. Il se retourna lentement et vit le visage d'Alduron. Celui-ci était marqué par la même expression d'effarement. L'oublier ? Savez-vous combien d'elfes, aussi bien Sindoré que Keldorei, ont perdu la vie en protégeant ces terres ? Et combien continuent de se sacrifier pour elles encore maintenant ? Et selon vous, je devrais juste l'oublier ? Avez-vous perdu la raison ? S'ils avaient su qu'à cause de leur sacrifice, vous deviendriez la marionnette d'un monstre, je suis sûr qu'ils auraient préféré mourir en vain plutôt que d'avoir donné leur vie pour ce résultat. Lortemar n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Le regard de Romat ne contenait ni colère ni mépris, mais un désespoir brut qui ne lui ressemblait absolument pas. Tout au long de son mandat de régent, même si Romat et lui s'étaient accrochés à plusieurs reprises, l'archimage n'avait jamais perdu son calme, ni sa retenue. Mais là, son corps était comme agité de soubresauts. Du coin de l'œil, Lortemar remarqua qu'une petite foule s'était rassemblée autour d'eux, et il n'avait aucune envie de se donner en spectacle. « Ne vous laissez pas impressionner par ces menaces, » dit Romat à voix basse. Lortemar réalisa avec effroi que le magister était en train de l'implorer. « Elle ne fera que vous utiliser. » Lortemar serra les poings de colère. « Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger Keltalas et ses habitants, » expliqua-t-il, « même si cela signifie qu'il faut accepter d'être utilisé. Et vous obéirez à mes ordres. Suis-je assez clair ? Et combien de temps pensez-vous pouvoir jouer à ce petit jeu ? Aussi longtemps qu'il le faudra, répondit Lortemar, impassible. Romat s'était heurté à son obstination, et il ne pouvait pas facilement l'emporter sur le seigneur régent. Ce dernier se redressa et plongea ses yeux dans ceux de Romat. Le magister soutint son regard un instant, puis son corps tout entier parut s'affaisser. Il ferma les yeux. Un autre chef Sindorei m'a un jour tenu un discours très similaire à celui-ci, Lortemar, dit-il doucement en détournant le regard. À l'époque, je n'avais pas cherché à lui faire entendre raison. Bien au contraire, j'avais pensé que c'était lui qui était dans le vrai. Lortemar sentit son sang se glacer dans ses veines. Il est aujourd'hui enterré sur Keldanas, continua Romat. Il eut un long soupir. J'informerai Dame Liadrine et le magister Ligesan de votre décision, seigneur régent. Je vous ferai mon rapport dès que j'en saurai plus sur leurs préparatifs. Sur ces paroles, Romat s'éloigna, les épaules voûtées. À peine capable de réfléchir, Lortemar regarda d'un air absent la silhouette du grand magister s'éloigner jusqu'à disparaître au coin d'un mur. Lortemar. La voix grave d'Alduron le ramena à la réalité. Lorsqu'il se tourna vers son ami, il remarqua que le général des forestiers le regardait étrangement, comme s'il le rencontrait pour la première fois. Lortemar voulut le secouer,
lui hurler d'arrêter de le regarder de cette manière. Quels sont les ordres du seigneur régent, s'enquit Alduron. Sa roideur était déconcertante. Préviens la retraite des Pérégrines et l'enclave des Pérégrines, lui répondit-il. Informe-les de ce qui a été décidé. Alduron acquiesça et s'en alla après lui avoir lancé un dernier regard indéchiffrable. Lord Thémard regarda autour de lui et renvoya d'un froncement de sourcils les serviteurs et gardes du palais à leurs tâches respectives. Seul Aétas Saccage-Soleil restait encore dans le hall et refusait d'être ignoré. « Si vous vous rendez en Orphandre, apporterez-vous également votre soutien au le Kirin-Tor peut bien faire ce qui lui chante. Cela ne me concerne en rien, dit Lord Thémard d'un ton brusque. Mais vu qu'un certain nombre de forces Sindaray vont prendre prochainement la route du Nord, il n'est pas déraisonnable de penser que vous allez bientôt voir arriver bon nombre d'entre elles à vos portes. Vous devrez faire de votre mieux pour les aider, Aétas. Maintenant, allez chercher Romat. Je suis sûr qu'il n'aura aucun problème à vous trouver quelque chose à faire. » Le mépris de Lord Thémard avait finalement eu raison de lui. « J'imagine que ce résultat vous satisfait, archimage. » Aétas secoua la tête. « Il est vrai que je voulais obtenir votre soutien en Orphandre, seigneur régent, mais pas de cette manière. Je vous prie de me croire lorsque je dis que j'aurais préféré que vous eussiez accepté de votre propre chef, et pas à cause de « ma volonté est intacte ». Merci de votre sollicitude, l'interrompit de nouveau Lord Thémard, qui encaissait mal la pique dans les paroles d'Aétas. Et pour votre information, c'est toujours ma volonté qui gouverne Keltalas, jusqu'à nouvel ordre. Naturellement, seigneur, répondit Aétas en s'inclinant légèrement, en signe de conciliation. Mais lorsqu'il releva la tête, Lord Thémard put voir que ses yeux n'exprimaient aucun sentiment d'excuse. Bouillonnant, Lord Thémard fit demi-tour et laissa l'archimage seul, sous les lourdes bannières rouges et or. Journal du Seigneur Régent, 83e note. Depuis le jour où j'ai été obligé d'entrer en politique, je ne me souviens pas d'une fois où j'ai dû proférer un mensonge aussi éhonté. Et pourtant, j'ai menti à Aétas, et il le sait aussi bien que moi. Comme le sait quiconque ayant entendu ce que je lui ai dit. Ma volonté n'a en vérité que peu de poids. J'ai beau prétendre que mon pouvoir est réel, il ne s'agit en définitive que d'un numéro. Un numéro exempt de toute honnêteté. Je peux choisir de me laver les mains de la situation, jouer le martyr, me poser comme victime et ne rien accomplir, ou je peux me battre et faire à mon tour des victimes, ce qui revient à devenir exactement ce contre quoi je me suis toujours battu. Si j'ai un jour justifié mes choix en appliquant une autre logique, je pense que je me mentais à moi-même. Esperlance avait raison. Je dois parfois faire des pactes avec le diable, mais le puits de soleil n'aurait peut-être jamais été restauré si nous n'étions pas descendus si bas. Aurora et lui peuvent continuer à dormir tranquilles, certains de ne pas avoir compromis leur éthique. Mais s'ils nient le fait qu'ils ne vivent que grâce à ceux qui ont eu à la sacrifier, alors ils se font autant d'illusions que moi. Je n'ai jamais été si près de penser que la fin justifie les moyens. Mais les ruines de la terrasse des magistères me hantent, et me rappelleront à jamais le destin qu'une telle pensée peut entraîner. Voici donc la conduite que je suis, sachant qu'au final, les décisions que je dois prendre contraints et forcés n'en sont pas moins indéfendables. Il m'est impossible de concilier ces deux vérités, et pourtant, il m'arrive parfois de les considérer l'une à côté de l'autre, et presque de comprendre. Je pourrais qualifier cette révélation de profonde si j'étais assez naïf pour ne pas prendre conscience que je ne fais que découvrir ce que Kael'thas et Anastérian avant lui avaient appris au cours de leur règne.
Nous ne pouvons que suivre la route qui s'ouvre à nous avec toute la dignité dont nous sommes capables. Aller chacun vers notre gloire ou notre fin, et prier pour qu'il reste quelque chose de nos cœurs au bout du compte. Par le puits de soleil, j'espère qu'il restera quelque chose du mien.